L'histoire incroyable de deux frères qui crient leur innocence depuis plus de 17 ans. En 2000, Marco et Francis Gottschalk avaient pourtant été tous les deux condamnés par la cour d'assises de Liège à 20 et 15 ans de prison. Le jury populaire avait alors estimé qu'ils étaient responsables d'un crime odieux commis sur un jeune homme de 17 ans. Mais depuis la lecture de ce jugement, les deux frères n'ont cessé de se battre pour prouver leur innocence. Alors cette affaire est-elle l'une des plus importantes erreurs judiciaires de ces dernières années? Pour y voir plus clair, Martin Ernst et Axel Van Weyenberg déroulent pour vous ce singulier dossier. Et au cours de leur enquête, ils ont découvert un témoignage incroyable qui, 20 ans après les faits, ravive l'espoir de ces condamnés. Quand vous n'avez rien fait. Grièvement blessé. Un gamin de 18 ans accuse les frères Gottschalk d'être les auteurs du crime. Que voulez-vous que je réponde? À part qui ment? Je ne sais pas ce qui se passera quand ils verront cette émission, mais peut-être que je serai en danger. L'affaire Gottschalk est-elle une énorme erreur judiciaire? C'est ce que nous avons voulu savoir. Après avoir passé 17 ans en prison pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis, Marco Gottschalk bénéficie enfin de congés pénitentiaires. Sa femme l'a quitté. C'est son ami d'enfance qui est venu le chercher. Oh Marco. Oui, Tom, comment vas-tu? Ça va. Quand tu es dans un monde enfermé comme ça, bientôt depuis 17 ans, tu deviens aigri. Tu deviens un peu imbu de ta personne parce que tu vis dans 9 mètres carrés. Donc tu te coupes. Moi particulièrement, je me suis coupé totalement du monde extérieur. Mais depuis que je sors, même la directrice le dit, M. Gottschalk, il y a un fameux changement. Je dis ouais. Je dis, il n'y a pas photo. Toujours à l'heure actuelle, j'essaye de m'endormir parce que je suis obligé. Je m'éveille de la nuit en sueur, hein, parce que je pense encore à quelque chose. Me dire, ah, peut-être ça. C'est pour sombrer dans la folie. Bon, ma mère. Allez. Ciao, ouais. Merci. On se voit tantôt. Hein. Tantôt, oui. Ouais, pas de Dès problème. qu'il sera libéré, peut-être dans quelques mois, Marco Gottschalk viendra vivre chez son frère. Ça va, Frangin? Ça va, et toi? En forme? Ouais. Ça va bien? Vas-y, oh. Merci. Voilà, vas-y, fais comme chez toi. Ouais. Et alors, je me suis bien renseigné pour nous deux, vu qu'on va être cohabitants, tout ça. On ne touche pas à mon salaire, moi. Parce que c'est mon frère. Une épine hors du pied. Ça va, hein? Donc on aura, allez, je vais dire 1600 Ouais, à nous deux. à nous deux.
Moi, je ne bouge jamais, je suis tout le temps enfermé, je ne vais pas au bistrot, je vais nulle part, moi. Je vais pas au café non plus, moi. Donc, à nous deux, ça va aller. Hein. Ça, c'est une bonne chose quand même qui nous est arrivée, la tôle. Hein. C'est le seul élément positif, c'est qu'on ne va plus au café et qu'on ne joue plus. Ça, c'est certain. Les parents des frères Gottschalk ont énormément souffert de leur condamnation. Leur père était ouvrier. Il est mort quand ils étaient en prison. Leur mère, aujourd'hui gravement malade, est hospitalisée. La priorité, c'est qu'avant que maman ferme les yeux, c'est que cette histoire explose, qu'elle se termine. Ça me ferait un grand plaisir, Ouais. parce que papa ne saura jamais la vérité, même qu'il la savait, mais Mais il a savait la vérité. Il n'aura pas eu son nom réhabilité dans les journaux, et pouvoir se dire, mes fils, ils en ont quand même une fameuse paire, et j'aimerais bien que maman puisse le vivre. Les frères Gottschalk le reconnaissent. Ils n'ont jamais été des enfants de cœur. Dans le quartier où ils ont grandi adolescents, ce sont eux qui faisaient la loi. À 20 ans, à la suite d'une rupture amoureuse, Marco Gottschalk a sombré dans la boisson. J'étais infernal, infernal. Peur de rien, je rentrais dans tout. Plus rien à foutre de rien, comme si le monde m'appartenait. Et c'est triste, savez-vous, c'est un des passages de ma vie. Il ne faut pas croire que j'en suis fier. Hein. Son frère Francis n'était pas qu'un bagarreur, c'était aussi un truand qui se promenait souvent armé. Donc un jour, je me suis dit, ou tu vas devoir tuer, ou tu vas devoir te faire abattre. C'est un ou c'est l'autre. Je me suis jamais, je suis reparti dans la vie à zéro, à Warem. Quand il s'installe à Warem, il tente de se racheter une nouvelle conduite. C'est là qu'ils font la connaissance d'un voisin, un certain Sébastien Petit. Ils vont souvent boire un verre ensemble. Les Gottschalk sont alors loin d'imaginer que ce jeune homme de 18 ans, beaucoup plus jeune qu'eux, va les accuser d'avoir commis un crime horrible. En 1994, Sébastien Petit raconte aux enquêteurs que 2 ans plus tôt, il était avec les Gottschalk. Selon Sébastien Petit, le soir du 3 septembre 92, Marco Gottschalk conduit sa voiture. Viens, regarde, c'est Sébastien Wells. Ils aperçoivent 2 vélomoteurs. J'avais dit de trouver les pièces dans Marco Gottschalk se dispute avec l'un des 2 motocyclistes à cause d'une sombre histoire de fille. Je te l'ai dit ou pas? Je te mets. Tu prends ta ferraille de mec et tu te casses ici. Sébastien Petit veut le calmer. Une bonne fois pour toutes. Apeuré, le motocycliste s'enfuit. Marco Gottschalk l'aurait percuté et provoqué une collision entre les 2 vélomoteurs. Sous les encouragements de Francis Gottschalk, son frère Marco aurait fait une marche arrière pour tuer la victime. Un crime odieux. Le conducteur de la mobilette est mort. Il s'appelait Sébastien Welch. Il avait 17 ans. Un jeune homme doux et sympathique. Son cousin Stéphane Lespineux, du même âge, est dans le coma, grièvement blessé. Il en garde encore des séquelles. En 94, aussitôt après les très graves accusations de Sébastien Petit, les frères Gottschalk sont interpellés par les enquêteurs. Les policiers, quand ils nous ont arrêtés en 94-95, la gendarmerie d'Oreille, ils nous ont pas dit le pourquoi, au départ. Du tiers. Il me dit, ton frère t'attend au commissariat, tu vas savoir pourquoi. Je dis, moi, j'étais à la buvette, un peu arrogant, évidemment. J'avais mon verre de bière. Je dis,
Je dis, je finis mon verre de bière, je l'ai payé, je finis mon verre de bière, puis je te suis. Non, non, vous finissez maintenant. Je dis, non, 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 je ne viens pas maintenant, moi je finis mon verre de bière. J'ai fini mon verre de bière, évidemment, encore têtu. Je suis rentré, ils ne m'ont pas mis les menottes. On est parti, on est arrivé à la gendarmerie de Rennes. Je suis rentré dans un bureau, j'ai vu mon frère. Les frères Gottschalk sont très loin d'imaginer ce qui les attend. Comme Marco, Francis Gottschalk ne prend pas du tout l'affaire au sérieux. On est incrédule. Quand il m'a dit, voilà pourquoi tu es à lycée, pour meurtre, comme ça. Je ne sais plus quoi dire. Vous attendiez à tout, mais pas à ça, pas à ça. Et alors là, vous vous enfoncez, sans le vouloir, vous vous enfoncez. Parce que vous n'en avez rien à foutre. Vous rigolez, eux rigolent, moi je rigole, et voilà quoi. Les enquêteurs organisent alors une confrontation entre les Gottschalk et Sébastien Petit. Mais là, je vois Sébastien Petit. Il me dit, ben, monsieur Petit, hein, voilà sa déclaration. Et moi, je lui dis, mais t'es fou. Ça se passe. Elle me dit, qu'avez-vous à dire? Ben, je suis innocent, moi, j'ai rien à voir avec ça. Je dis, de qui on parle? De Sébastien Wesh. Je dis, je connais pas. On n'a rien à voir dans cette histoire, mon frère. C'est un paradineur, ce gars-là. Marco Gottschalk tente de convaincre les enquêteurs qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à la victime, Sébastien Welch. Contrairement à Sébastien Petit, qui, lui, avait eu une altercation avec la victime quelques semaines avant le drame. Et à chaque fois, il me pose la même question. Monsieur Gottschalk, monsieur Petit vous accuse d'avoir tué, d'avoir arrêté le chauffeur de... Je dis, c'est pas moi, je suis innocent. Que voulez-vous que je réponde? À part qui ment? On ne m'a pas cru. Espèce de malade, toi. Mais tu es fou, quoi. Et moi je l'ai regardé en pleine gueule, hein. Ben, lui il baissait les yeux, il avait le regard fouillant, mémant vers les enquêteurs. Je lui ai dit, mais t'es en train de mentir, espèce de trou de cul, hein. À ce moment-là, vous vous dites, c'est le début d'un cauchemar? Non, 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 non. Parce que l'enquête, entre guillemets, d'après ce que je pouvais entendre, était à ses débuts. Je me suis dit, à un moment donné, ils vont arriver à creuser et à voir que nous sommes réellement innocents. Les deux frères sont libérés après quelques mois de préventive. Ils vont vivre pendant 5 ans les plus belles années de leur vie. Les erreurs de jeunesse sont derrière eux. Marco Gottschalk a une petite fille et se marie. Le temps du bonheur. Quant à leur plus grande surprise, l'histoire les rattrape. On a reçu, je vais dire, un genre de convocation, mon frère Francis et moi-même, comme quoi on se devait se présenter à la prison de notre choix, un tel jour en vue de passer aux assises. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? L'enquête s'est enlisée. Même si elle n'a pu clarifier les nombreuses zones d'ombre du dossier, en 2000, plus de 6 ans après leur interpellation, les Gottschalk sont renvoyés devant la cour d'assises de Liège. Moi je me suis dit dans ma tête, une justice telle que la cour d'assises, la vérité elle va sortir, hein. On va être blanchi. Hein. Ben voilà, je me suis drôlement trompé. Leur procès restera gravé dans les mémoires. Alors qu'ils sont accusés de meurtre, ils ne veulent pas d'avocat. Non, on ne voulait pas d'avocat, pourquoi faire? Vous n'avez rien fait, pas besoin d'avocat. Hein. Comme l'exige la procédure, des avocats leur sont commis d'office. Le pénaliste expérimenté Philippe Moureau défend Francis Gottschalk. Je contacte Francis Gottschalk.
En lui disant, venez me voir, parce que, bon, la cour d'assises, c'est dans 15 jours. Il ne vient pas. Et je ne le verrai que la veille du procès, c'est-à-dire le week-end qui précède le procès. C'est évidemment fort tard. Il est évident qu'on n'était pas prêt. Sûrs de leur bon droit, sûrs de leur innocence, ils sont arrivés comme ils auraient été à un entraînement de football. Francis Gottschalk était en training. Et je lui avais pourtant dit de mettre un beau costume, mais voilà, c'était son costume à lui. Et de nouveau, il ne voyait pas pourquoi, puisqu'il était innocent, il se déguiserait autrement qu'il était tous les jours. Oh non, nous autres, on s'habille comme nous autres on a envie. Et alors moi j'ai été en jeans, j'étais avec mon polar et ma veste jaune. Voilà, c'est tout. J'avais pas à me mettre en costume, pourquoi? Pour faire du cinéma, non. Mais c'est une question d'image, un procès d'assises est aussi une question d'image, donc forcément, ça a joué en leur défaveur. C'est peut-être mon genre foutisme aussi qui a joué contre moi, et à mon avis, j'en suis persuadé. La situation est burlesque. Les deux frères, accusés d'un crime horrible, rigolent entre eux dans le box des accusés. Ben, mon frère et moi, on rigolait, on était en dilettante. De la même façon, ils ont vécu ce procès, ont-ils dit, comme des innocents, c'est-à-dire qu'ils étaient plus intéressés par ce qui se passait dans le public, par les sourires des uns ou les expressions des autres, avec quelquefois des mauvaises humeurs sur certains témoins qui venaient à la barre raconter n'importe quoi selon eux. Le comportement des Gottschalk choque, en particulier la famille des victimes. La sœur de Sébastien Welch, le jeune homme décédé, se souvient très bien de leur manque total d'empathie. Elle n'a jamais douté de leur culpabilité. Quand vous avez ce genre de personnes en face de vous, je peux vous assurer que ce n'est pas rassurant. Ils sont agressifs et ils ne vous regardent pas avec l'air de dire « je vais te faire un câlin ». Non. C'est vraiment... ils ont de la haine dans les yeux. On a pensé qu'on était arrogants, mais en fait, on respectait la famille. C'est normal, et c'est un jeune gamin de 17 ans qui est décédé. Là. On ne rit pas de ça. Mais je n'ai pas rigolé, ni mon frère, de la victime. On rigolait de ce qui se passait. J'avais ma copine qui était dans les assises, qui pleurait, je m'en allais. T'inquiète pas. Voilà. Et ça se percevait mal. Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais dû pleurer, moi, quelqu'un à qui je n'ai pas touché. Petit, il a pu pleurer, lui. Petit, il a pu pleurer. Faire des larmes de crocodile pour pouvoir mieux enfoncer Francis Marco. C'est tout. Hein. Lui, il m'a regardé. Je me souviens qu'il m'a regardé avec des regrets dans les yeux. Des regrets que lui a émis. Hein. Les autres pas. Mais il avait très peur d'eux. Ça, c'est certain. Si je suis condamné, avait dit l'un des frères Gottschalk, je vais faire la peau de Sébastien Petit. Évidemment, elles ont été interprétées par le jury comme les menaces de coupables contre celui qui les dénonçait, mais ça pouvait tout aussi bien être des menaces venant de la part de personnes innocentes contre quelqu'un qui les accusait faussement. La mauvaise réputation des frères refait surface au procès. Francis Gottschalk a déjà été condamné pour avoir frappé violemment son enfant. Ça n'a rien à voir, hein, nous sommes bien d'accord, ça n'a rien à voir. Mais avoir frappé sur son enfant aux yeux des jurés, s'il était capable de ça, il pouvait tout aussi bien être coupable de ce qu'on lui reprochait. Malgré l'absence de preuves matérielles, les 12 jurés vont condamner les Gottschalk. Parmi eux,
Un homme qui accepte aujourd'hui de rompre son devoir de réserve pour nous faire comprendre pourquoi, au moment du procès, il était convaincu de leur culpabilité. Je me souviens d'une expression d'un des avocats en disant qu'on ne fait pas le procès des sales gueules, mais c'en était. Ils avaient le physique de l'emploi, je dirais. On voit bien que c'était pas des enfants de cœur. Le jury se montre implacable. Francis Gottschalk est condamné à 15 ans. Son frère prend 20 ans. Au moment de prononcer des peines, de la culpabilité, pardon, il s'est levé et il a pointé deux doigts en disant « je vous tuerai tous ». Moi, avec une attitude comme ça, j'étais content de la décision que nous avions prise de protéger la société en enfermant des individus comme ceux-là. J'avais l'intime conviction que oui, qu'ils auraient été en mesure de tuer quelqu'un. Ils n'ont peut-être pas fait, mais ils auraient pu le faire. Sébastien Petit a raconté une histoire bancale sur le scénario du drame. Pourtant, les jurés l'ont cru quand il accusait Marco Gottschalk de vouloir à tout prix tuer la victime. Il n'a pas non seulement passé une fois sur un corps, mais il a en marche arrière aussi passé une deuxième fois sur le corps. Refaire un mouvement, une marche arrière, ça c'est assassin. Sébastien Petit s'en tire très bien. 5 ans de prison avec sursis pour la moitié de la peine. Moi j'ai utilisé le terme de larbin, j'avais vraiment l'impression que M. Petit était manipulé par les deux autres, et que c'était les deux autres qui étaient la gestion du groupe en tous les cas. Pour moi, c'était logique aussi. Parce qu'il a eu le courage d'avouer. Il a émis des regrets. Ce que les autres n'ont pas fait. Et ça, pour nous, c'était énorme. Pour les frères Gottschalk, la justice vient de commettre une énorme erreur judiciaire. C'est le début d'un long combat pour tenter de prouver leur innocence. À mon avis, l'idée était déjà pipée avant qu'on aille en cour d'assises. On a deux frères. On va pas se casser le cul, ça fait trop longtemps que ça dure cette histoire. On en tient deux, allez, on les fait monter au charbon. Je me suis dit, de toute façon, les innocents, ils vont pas rester longtemps. Alors je vais me battre, je serai innocenté. Et je disais à mon frère, demain on est dehors, demain on est dehors, demain on est dehors. J'ai toujours cru qu'on allait sortir très vite. C'est ce qui m'a fait vivre. Parce que je me dis, c'est pas possible. En prison, les Gottschalk n'accepteront jamais leur condamnation. 2 ans après le procès, Marco Gottschalk menace publiquement de se venger dans une interview accordée à un journaliste de l'émission Au nom de la loi. À cette époque, Marco Gottschalk est persuadé que Sébastien Petit les a accusés pour protéger ses vrais complices. Je vais sortir. Que pensez-vous que je vais faire? Si je dois purger, je vais me venger, hein. Je vais me venger, hein. Je vais les tuer. Si je dois sortir, je dois purger, je vous jure, je vais les tuer. J'ai toujours dit à ma femme, je lui ai engagé ma parole, que si j'avais la possibilité de sortir, que ce soit maintenant ou dans 6 mois ou dans 1 an, et que je serais reconnu innocent, j'oublie tout, je ne veux plus rien savoir. Mais je lui ai dit que si je devais purger pour une chose que je n'ai pas faite, je sors, ils sont morts. C'est clair et net. Moi, j'avais qu'une idée. Je me suis dit, vous m'avez fait mal pour rien. On va attendre 2019. Je vais sortir. Lui, je vais aller chercher. C'est terminé. On en finit. Il va y passer. D'ailleurs, je m'en suis jamais caché. Parce que là, vous devenez haineux. Parce que vous avez mis en prison pour une chose que vous n'avez pas commise. Vis-à-vis de la justice, j'étais dégoûté.
Je n'éprouvais pas de la haine. C'est un dégoût. Parce que je me suis dit, tiens, soi-disant, il y a une justice juste et égale pour tout le monde. Moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une justice qui a deux vitesses. Sébastien Petit a-t-il manipulé la justice en accusant à tort les Gottschalk? Nous décidons d'orienter notre enquête sur l'accusateur des Gottschalk pour savoir qui il est vraiment. 16 ans après le procès, nous allons bientôt découvrir le côté obscur du personnage. Ce jour-là, Sébastien Petit doit comparaître devant le tribunal correctionnel. Dans son dossier, de lourdes accusations. Il est poursuivi pour coups et blessures et tentative de meurtre sur une ex-compagne. Angélique, la sœur de Sébastien Petit, a également déposé plainte contre son frère pour harcèlement et dégradation de biens. Elle va nous faire une révélation étonnante qui pourrait disculper les Gottschalk. Elle dit connaître toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé le fameux soir du 3 septembre 92. Son frère cadet se serait confié à elle peu après le drame. Il nous a dit exactement, je pense que Séba a tué quelqu'un. On était en voiture avec Lina, elle était complètement pétée. Elle vomissait et on a percuté quelque chose. On a peut-être tué quelqu'un. Selon Angélique Petit, dans la voiture ce soir-là, ce n'était pas Marco Gottschalk qui était au volant, mais bien Sébastien Petit. À ses côtés, son frère, âgé de 14 ans. Et à l'arrière, à la place de Francis Gottschalk, Lina, la compagne de Sébastien Petit. Des accusations très graves à l'encontre de ses deux frères. Je sais que je ne fais ni ça par vengeance, ni par haine. Je ne sais pas ce qui se passera quand ils verront cette émission. Peut-être que je serai en danger. Si je dois y laisser des plumes, comme on dit, je les laisserai, mais il faut les arrêter. C'est des malades. Plus de 20 ans après les faits, le témoignage d'Angélique Petit, s'il se vérifie, pourrait faire rebondir l'affaire et innocenter enfin les frères Gottschalk. C'est quand même la sœur de celui qui nous a accusés, hein, qui donne les vraies personnes qui étaient dans le véhicule. Vous y croyez à ce qu'elle a dit? Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Je ne verrais pas pourquoi elle aurait inventé ça après autant d'années. Pour les Gottschalk, c'est peut-être la fin d'un long combat. Depuis 17 ans, Francis Gottschalk se bat pour trouver la preuve de leur innocence. Son combat acharné a commencé dès le lendemain du procès, en prison. Mon premier but, c'était de récupérer le dossier d'assises, pour que je puisse au moins le lire. Il n'y a rien sur le frère Gottschalk, rien, que les déclarations mensongères de Petit, qui n'a jamais arrêté, même sur la pression des Gottschalk, quand on n'était pas là de se tromper dans ses déclarations. Dans sa cellule, il épluche tout le dossier et relève de nombreuses incohérences de Sébastien Petit. Je suis réputé dangereux, madame. Hein. Admettons que mon frère a une altercation avec un individu, moi je sors de la voiture, hein, croyez-moi bien, avec un cric ou n'importe quoi. Et là, comme par hasard, je reste dans le véhicule, moi. Francis Gottschalk vérifie tous les témoignages, à la recherche d'un alibi. Il reste persuadé qu'il était avec son frère à la buvette d'un club de football le soir du drame, comme tous les jeudis soirs. Putain, j'étais pas à la buvette. C'était un jour sain pour nous autres, pour mon frère et moi, d'aller à la buvette le jeudi, parce que les boissons étaient beaucoup plus basses.
On nous voit chaque fois, et là, on ne nous voit pas. Les personnes, entendues 2 ans après les faits, ne se souviennent pas les avoir vus. Mais tous les témoins n'ont pas été interrogés. Francis Gottschalk se met à écrire des centaines de lettres pour dénoncer une enquête, selon lui, bâclée et partiale. 2 journalistes lui répondent. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça nous a fait du bien. De savoir au moins que mes écrits atterrissent quelque part. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me suis senti entendu, mon frère aussi. La presse devient le moteur de leur combat, la source de leur espoir. En 2002, 2 ans après le procès, Michel Hélas, journaliste à l'émission Au nom de la loi, dit clairement dans son magazine que Marco Gottschalk n'avait aucune raison de tuer la victime. C'est sidérant, cette histoire, hein, sidérant. Il aurait tué Welch parce qu'il serait amoureux de la copine du frère de Welch. Bon, alors là, on n'est même plus dans les Capulets, dans Roméo et Juliette. Cette histoire n'avait aucun fondement, quoi. Le journaliste prend fait et cause pour les Gottschalk, qui, selon lui, ont été accusés à tort par Sébastien Petit. Dans une affaire comme celle-là, on n'a aucun élément concret. On n'a que les déclarations, en fait, d'une personne. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on peut accorder une grande fiabilité aux déclarations de cette personne? Ben, manifestement, non. Il raconte, ces versions sont innombrables, à la fois devant la justice et dans son cercle familial et amical. Donc c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi à beaucoup de gens, et alors finalement on va considérer que ce type est très fiable. Ça, c'est aussi assez bizarre. En 2013, quelques années plus tard, un deuxième journaliste, flamand cette fois, sort un élément de taille. Il prouve que le scénario du drame, raconté par Sébastien Petit, est totalement faux. Le soir des faits, la voiture n'a jamais percuté le vélomoteur. L'expert automobile est formel. C'est ça qui s'avère du dossier et du travail de l'expert. Il n'y a pas de contact, aucune trace d'un contact d'un des 2 motocyclettes avec une voiture. Il y a juste une collision frontale entre 2 motocyclettes. Ce qui veut dire que l'histoire, comme Sébastien Petit le raconte, ne tient pas, ne vaut rien. C'est noir sur blanc dans le dossier. Ce journaliste met aussi en avant un autre témoignage essentiel, celui du médecin légiste. Quand j'ai découvert ça dans le dossier, ça changeait vraiment tout, parce que le cause du décès, c'est qu'il a fait une collision frontale, qui est tombé sans doute sur le sol avec sa tête. Mais déjà une simple casque lui sauvait la vie. C'est possible, même probable, que l'accident peut avoir été influencé par une chasse en route par une voiture. C'est possible, mais finalement, il n'y a pas de crime. L'histoire, comme elle a été présentée devant les assises, comme quoi Marco aurait fait marche arrière et roulé sur le corps, c'est une fantasme, c'est pas vrai. Là, je me dis, on est dehors. Je ne me voyais plus faire 15 jours. Et mon frère, le sourire qu'il avait, c'est normal. La presse dénonce, mais la justice se tait.
Au procès, Marianne Lejeune représentait le ministère public. Aujourd'hui, elle accepte pour la première fois de s'exprimer. Selon elle, même s'il n'y a pas eu meurtre, cela ne change rien. À l'issue du procès, ça a été donc une réponse négative du jury sur le meurtre, mais ça a été une réponse affirmative pour les 3 accusés sur l'entrave méchante à la circulation. Et ça s'est terminé par des condamnations à 20 ans pour Marc Gottschalk et 15 ans pour Francis Gottschalk. Ce sont de lourdes condamnations alors qu'il ne s'agit plus d'un meurtre. Oui, mais l'entrave méchante à la circulation était un crime incorrectionnalisable. C'est aussi grave qu'un meurtre ou presque qu'un assassinat. Comme à l'époque du procès, elle reste persuadée de la culpabilité des Gottschalk, même si Sébastien Petit a menti et varié dans ses déclarations. Dans d'autres procès d'assassinat, je peux avoir des interpellations. Ici, je n'ai vraiment eu je n'ai rien qui m'ait alerté pour dire que j'avais un accusé qui mentait. Même s'il avait menti sur le scénario du drame. Non, je n'ai pas. J'ai trouvé que ce qui était expliqué, la disposition des lieux, me permettait en tous les cas de requérir comme je l'ai fait. Et si c'était une erreur judiciaire? Si c'était une erreur judiciaire, ben pour ça, il faudrait en avoir les éléments. Il faudrait vraiment arriver à me démontrer les choses par A plus B. En tous les cas, je n'ai vraiment rien qui m'effleure à l'heure actuelle pour que je puisse, d'une manière ou d'une autre, prévenir ma hiérarchie en disant « bon, ici, on s'est peut-être trompé ». Non, sûrement pas. Depuis qu'ils ont été condamnés, les Gottschalk ne sont plus présumés innocents. C'est à eux de prouver qu'ils le sont. En 2008, un jeune avocat va les aider. Il s'est penché sur leur dossier à la demande de son maître de stage. Il s'appelle Cédric Bernès. Il décide de demander la révision de leur procès car il a découvert un élément capital. 8 ans après le procès, 2 témoins fournissent enfin un alibi aux Gottschalk. 2 personnes ont été entendues et ont affirmé avec certitude que le jour du fait, les 2 frères étaient en réalité dans la buvette du club de football et qu'ils seraient restés dans la buvette jusque passé 22 heures alors que le fait se commet avant 21 heures puisque les services de police sont appelés sur place entre 21 heures et 21h15 de mémoire. Pour l'avocat, leur témoignage est tout à fait crédible, même s'il survient plus de 16 ans après le drame. Les témoins sont très précis dans leurs repères chronologiques. On ne peut pas se dire que ce sont des gens qui ont peut-être confondu de journée, parce qu'ils disent en réalité on s'en souvient bien, on a vu la victime et le lendemain on nous a dit qu'il était décédé, on est venu collecter des fleurs. Les 2 témoins précisent qu'ils n'aimaient pas Francis Gottschalk. C'est vrai que Francis Gottschalk, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas il ne laisse pas indifférent, et donc ils n'avaient pas de raison de témoigner en leur faveur. La demande en révision a lieu au Palais de justice de Bruxelles, devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays. La procédure est exceptionnelle. Obtenir la révision d'un procès est rarissime. Les Gottschalk sont convoqués à l'audience. Je pleurais. Je suis menotté, je sors, je fais « l'homme n'est pas mort ». Et on est sorti. On se voyait libre, madame. L'avocat général Van der Merch est chargé d'examiner leur demande. Il est assisté des magistrats de la Cour. Après plusieurs mois, l'arrêt tombe. Surprenant. Selon la Cour de cassation, les nouveaux témoignages ne prouvent pas l'innocence des Gottschalk. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, Damien Van der Merch accepte de nous dire pourquoi.
Donc un des témoins ne précise pas l'heure, c'est ce que l'arrêt constate, et l'autre témoin dit « Nous quittions la buvette habituellement, généralement vers 22 heures ». Donc ça ne voulait pas dire que ce soir-là, il l'avait quitté à 22 heures. Et donc ça c'est la constatation de la Cour de cassation, je rapporte simplement ce que l'arrêt constate. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils étaient précis, je l'ai motivé, précis dans le temps, précis dans l'espace. Je pense que l'opportunité était bonne de dire on peut revoir le procès. C'est le revoir, c'est pas de dire on les acquitte, on les innocente, c'est de dire on recommence le procès avec de nouvelles cartes en main. Donc le procès aurait peut-être pu aboutir à une nouvelle condamnation des deux frères Gottschalk, je ne dis pas. Les Gottschalk n'ont pas droit à un nouveau procès. Contrairement à Francis, Marco Gottschalk, lui, s'y attendait. Je savais que j'avais dit à mon frère. Pourtant, on avait des preuves. J'avais dit, frangin, ça va pas le faire. Il me dit, si. Je dis non. Je dis, c'est pas une justice belge qui va aller contre une justice belge. J'avais raison, ça m'a donné raison. Après le rejet de la Cour de cassation, après avoir passé 8 ans en prison pour un crime qu'ils affirment ne pas avoir commis, c'est le désespoir total. En 2010, j'ai voulu me pendre. J'ai voulu aller rejoindre mon père tellement que j'étais à bout parce que je me disais non, ils veulent rien savoir. Eh ben, moi j'en ai marre de souffrir. Je vais aller rejoindre le père parce que je sentais que je devenais excessivement dangereux pour la société. Le soutien psychologique et l'écoute de la direction aideront les Gottschalk à surmonter leur détresse. Je me suis mis au gré de l'affaire, et là, j'ai tenu une dizaine de jours la première fois. La deuxième, je l'ai pété à Oden. La troisième, je l'ai pété à Oden. La quatrième à Oden. Et 2 à Namur. Que pas reconnaître. Sans dire, oui, j'ai commis, mais dire, voilà, je m'en remets à la justice. Vous excusez? Ouais, non, j'accepte ma condamnation judiciaire. Et ça, pour vous Non, impossible. J'aurais préféré crever dans ma cellule. Aujourd'hui, après 17 ans de combat, Angélique Petit incarne le dernier espoir des Gottschalk d'être innocentés. Elle affirme que son frère a accusé à tort les Gottschalk. Sébastien Petit devait comparaître ce jour-là devant le tribunal correctionnel. Mais il ne viendra pas. Il refusera par la suite toute interview. Qui donc était avec lui le triste soir du 3 septembre 92? Les Gottschalk, ou alors son jeune frère et sa compagne Lina, comme l'affirme Angélique Petit. Quelques jours après le drame, Sébastien Petit et sa compagne Lina ont surpris leurs proches en quittant précipitamment la Belgique pour la Sicile. Ils se sont mariés. Nous décidons d'aller à la rencontre de la femme de Sébastien Petit. Elle n'a jamais été interrogée par les enquêteurs. Sébastien Petit l'a abandonnée avec ses 2 enfants, une fille et un garçon, qui n'a jamais vraiment connu son père. Lina Costanza s'est sentie trahie. Ma io l'ho sposato davvero perché questa persona io l'ho amata davvero e me l'ho sposato con tutto il mio cuore. Invece quello che penso ora, che lui mi ha distrutto la mia vita, che aveva gli altri e dei figli in Belgio. Io volevo una famiglia, un marito e i miei figli, basta, e invece ho avuto tutto il contrario. Io ho sofferto molto
tutti questi tradimenti, tutte queste bugie. Nous lui demandons si elle était dans la voiture avec Sébastien Petit le soir du drame. Son témoignage est capital. Elle pourrait innocenter les Gottschalk. Se io avevo una colpa, che c'ero davvero io nella macchina, io mi mettevo la mano nel cuore, che sono fatta così, e dicevo, giuro che io c'ero in questa macchina, è successo e io l'ho visto, io lo dicevo. Ho sbagliato, ma io c'ero pure e lo raccontavo. Ma perché devo dire una cosa che io non c'ero? E perché il mio nome devono mettere là? La femme de Sébastien Petit ne confirme pas le témoignage d'Angélique Petit, qui à lui seul est trop fragile pour innocenter les Gottschalk. Un nouveau coup dur pour les deux frères. Et Frangin, quelle nouvelle? Bonjour, ça va? Attends, Guy. En forme? Ouais, comme aujourd'hui, on fait rien avec maman. Ouais, c'est pas évident, hein. Mon père est décédé. J'étais en prison. Je n'aurais jamais offert mon deuil. Ma mère, elle est à l'agonie. Mon frère Fabien. Mon frère Francis. Excusez-moi pour les larmes, mais c'est la première fois. Que cherche-t-il? Que toute d'autres familles s'éteignent? Il cherche à faire de moi un animal? Je veux que tout le monde sache que je n'ai rien fait avec mon frère non plus. Que tout le monde le sache. Maintenant, je ne veux pas être une gloire, une star, hein, non. Mais je mérite au moins qu'on me regarde différemment dans les yeux. Et qu'on se dise, c'est malheureux pour le gars. Que plus personne ne pense, ah oui, mais ils ont commis ou ils ont peut-être commis. Non. Je sais là-dedans ce qu'il y a. Je sais que je suis blanc. Condamnés sans preuve à 15 et 20 ans de prison, leur détermination à clamer leur innocence et les accusations peu crédibles de Sébastien Petit font aujourd'hui planer le doute sur leur réelle culpabilité. Même dans l'esprit du juré qui les a condamnés. S'ils sont innocents, c'est traumatisant pour nous. Hein. C'est dire qu'on a commis une erreur, qu'on n'a pas été attentif à certains détails, qu'on n'a pas vu leur innocence, qu'on a peut-être été victime de préjugés. Et je trouve que c'est beaucoup plus grave pour la justice ou pour la défense de ne pas avoir fait leur job comme il faut que nous jurer. Nous, on nous a raconté une histoire et au moment où on nous l'a racontée, on avait l'intime conviction. Entrez, madame. 17 ans après leur condamnation, des journalistes les soutiennent encore. Bien, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Bon, on se dit plus tu maintenant. Alessandra D'Angelo a créé une association en Belgique pour défendre les victimes d'erreurs judiciaires. Ils sont sa priorité. Il n'y a pas de prescription pour une nouvelle demande en révision du procès. Aujourd'hui, la seule solution, c'est d'essayer d'avoir une révision du procès. C'est ce qu'on veut. Alors maintenant, le droit à révision en Belgique, il est très limité. Il y a eu très peu de cas. La procédure est très compliquée. Ah oui. Pour l'instant, on essaye de sensibiliser le politique pour qu'on assouplisse la loi. J'espère qu'on va pouvoir introduire un droit à révision en 2017. Donc il va falloir être encore un petit peu patient. Quoi? Donc, on va devoir encore attendre. Si ça tombe, il aura fermé les yeux, j'aurai fermé les yeux. Il restera, pour ainsi dire, peut-être plus que mes filles et mon petit-fils, et on sera peut-être reconnu innocent à titre posthume. Oh, attends. Je ne me vois pas victime d'une erreur judiciaire, hein, reconnue. Et le combat va être encore très long. Très long. Et comme je l'ai dit à Marco, j'ai dit, écoute, moi je vais tourner la page et me reposer, j'ai besoin de me reposer. Aujourd'hui, c'est probablement la fin d'un long combat qui aura duré 17 ans. Un combat qui les a rapprochés. Vous ressentez quoi pour votre frère? C'est dur à expliquer, il ne trouve pas les mots pour ça.
trouve pas. En un mot, moi je pense que, entre guillemets, c'est l'amour qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, parce qu'on a vraiment appris à se connaître de A à Z en prison. Il est tout. Il est mon confident, il est mon meilleur ami, il est tout. Aussi soudé comme ça en prison, parce que moi en prison, j'étais pas apprenti avec des pinces, hein. C'est la première fois que j'y allais, rebelle, à l'intérieur de moi, mais je me taisais, je suis un taiseux, nature. Mais quand j'explose... Moi je croyais que c'était un égoïste, qui aimait bien de jouer, de boire. Mais j'ai vu mon frère différemment et je le vois encore maintenant. C'est pas parce que c'est mon frère, ce serait même un monsieur que je ne connais pas, j'analyse la situation. Je souhaite à tout le monde d'avoir un frère comme ça. Quand je suis sorti le 24 octobre 2014, j'ai eu peine à retenir mes larmes parce que j'ai pensé à mon frère que je devais quitter. Parce que j'aurais préféré prendre sa peine et que lui sorte à ma place. Condamné à 20 ans, Marco Gottschalk purge encore la fin de sa peine à la prison de Namur. Depuis qu'il est devenu grand-père, il se dit plus serein et semble désormais maîtriser sa haine et sa colère. Je pensais que devoir rentrer en prison la toute première fois, à mon premier congé, que ça m'aurait été dur. Pas du tout. Je suis rentré comme si je n'en étais jamais sorti. Et j'en suis sorti de la prison, je suis revenu au monde extérieur comme si je n'avais jamais quitté, grâce aux personnes par qui je suis bien entouré. Quelques jours après le congé pénitentiaire de Marco Gottschalk, leur mère est décédée à l'hôpital. Les deux frères n'ont pas pu lui prouver leur innocence.